Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, nous allons ce soir de nouveau partir en voyage. Mais cette fois, nous allons commencer cette émission en philosophant. Vous inquiétez pas, ce sera pas long. Car en philosophie, en effet, le voyage à l'étranger, c'est une invitation à devenir soi-même un étranger pour les autres. Donc, le voyage serait cette double rencontre, celle d'autres que moi et celle de moi-même. Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien, mais fort de ce constat aussi puissant que la conclusion du dernier livre de Bernard-Henri Lévy, nous allons donner la parole ce soir à de vrais bourlingueurs voyageurs. Car sur l'eau, sur terre, en avion, en train, à pied, à vélo, en camping-car, en mobilette, en moto, le voyage dans ce monde est pour eux une valeur refuge d'authenticité et de découverte humaine et surtout à hauteur humaine. Et comme Sud Radio a son parler vrai, les bourlingueurs de tout poil, ceux qu'on appelle aussi les globetrotters, ont leur vrai moment de vie vrai qu'ils partagent sur auboutdumonde.fr. Ces moments de déconnexion, de ressourcement, d'enrichissement, ne valant en effet que s'ils sont partagés, nous allons ce soir les écouter, nos amis aventuriers de France et du bout du monde. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, c'est bon. Emmenez-moi au pays. Ah, je crois que c'est la chanson la plus appropriée pour les voyageurs. Qu'est-ce que vous en dites, Perrine ? Moins pénible au soleil, ça dépend si on aime bien le soleil ou le froid. C'est ça. Perso, moi je suis plutôt au froid, donc voilà. Mais non, partout où on peut aller, de toute façon, voilà, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Perrine Gourgeot, vous êtes présidente de l'association Aventure du bout du monde, accompagnatrice de projets. Vous accompagnez aussi les gens qui viennent vous voir et qui vous disent « j'aimerais aller là à cette date » et vous les interpellez en leur disant « c'est pas tout, il faut aussi qu'on parle avec qui, comment, etc. » Vous accompagnez de A à Z. L'idée, c'est que de partir d'un point A, c'est-à-dire une idée, une envie, et de pouvoir faire poser les bonnes questions à la personne. Et il y en a des bonnes questions. Et il y en a des bonnes questions. Nous serons avec Gilles Juglio, président de l'AJT, l'association des journalistes du tourisme. Et oui, ça existe, Gilles. Il y a des gens qui sont spécialisés à la fois dans le journalisme et dans le tourisme, les vénards. Oui, il y a des journalistes spécialisés dans le voyage, dans le tourisme, et toutes sortes de journalistes, et un large spectre, des photographes, des rédacteurs en chef, des gens de radio, de télé, toute la presse est représentée chez nous à l'AJT. Et c'est formidable. Et vous en êtes le porte-parole, et vous en êtes aussi le président, et vous allez nous dire un petit peu comment ça se passe au niveau du voyage en France et à l'étranger pour les années à venir, pour les mois qui viennent. Vous allez être un peu notre boussole. Florian Coupé, 37 ans, prix du témoignage d'aventure 2020 pour son Paris-Hong Kong à vélo. Bonjour Florian. Il n'est pas encore là, il sera là tout à l'heure. Et il y a également Didier Géano, voyageur à pied dans le monde, fondateur d'ABM. Donc c'est un des pères fondateurs de cette belle association Aventure du bout du monde. Bonjour Didier Géano, vous êtes où ? Vous êtes en Bretagne, oui, avec un nom comme ça, hein ? Voilà, je suis en Bretagne et bonjour à tout le monde. Et bienvenue aussi pour parler de voyage et d'aventure. Absolument. Nous avons 1 heure pour en parler, Didier. Donc vous êtes le père fondateur, ça veut dire que c'est vous qui avez créé l'association il y a combien ? 35 ans. Alors, il y a 35 ans, en revenant d'un voyage au Tibet, où en tant que voyageur, j'étais témoin aussi de scènes un petit peu particulières avec des problèmes entre les Tibétains et les Chinois, ce qui n'a pas beaucoup changé, effectivement. Et donc, j'ai eu l'envie de parler de ce qu'on pouvait voir en voyage et de pouvoir témoigner aussi. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet ni quoi que ce soit. Donc, la rencontre entre voyageurs était un peu plus compliquée. Alors aujourd'hui, ABM, Aventure du bout du monde, est une association de voyageurs, bourlingueurs, qui propose à ses adhérents globetrotters comme eux des informations pratiques pour préparer leur voyage. Et c'est drôlement pratique justement en France et autour du monde. Et on va en parler avec vous tout de suite, Perrine, parce que vous avez déjà 2 tours du monde à votre actif. Un en 2008 avec vos 2 enfants, en 2016 avec 2 autres enfants, bientôt avec 2 autres enfants encore. Non, vous vous arrêtez là. Vous avez 4 enfants ? 4, c'est pas mal déjà, je crois que j'ai fait ma dose. Et vous êtes même parti avec un bébé de 40 jours pendant 6 mois en road trip avec des bus. Ouais. Pour aller où ? Du coup, à 40 jours, on n'est pas forcément vacciné. Donc, l'idée, c'était au niveau sanitaire que tout soit un petit peu safe. Ouais. Et donc, on a fait 6 mois entre le Canada et les États-Unis, en bus et en train, en fonction de ce qui était le plus facile, en tout cas, de tout ça. Alors ça, vous auriez été accompagnatrice, vous auriez conseillé ce voyage à une femme avec des bébés sur le dos, avec le recul ? L'idée, c'est juste de se poser les bonnes questions au bon moment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est posé les bonnes questions et qu'on a les réponses à nos questions, peu importe en fait le lieu ou l'endroit, etc. L'idée, c'est de se poser les bonnes questions et de rester toujours dans une cohérence de sécurité en fait pour tout le monde. D'accord. Gilles Juglio, président de l'AJT, association des journalistes du tourisme. On parle de partir, on parle de départ, on parle de pays. Est-ce que tous les pays dans le monde sont égaux en termes de sécurité, de conditions sanitaires
sanitaire, de facilité de transport, ou il y en a vraiment qui en ressortent, faut pas y aller, il faut les éviter? Non, non, tous les pays ne sont situations ne sont pas égales. Il y a le site du ministère de l'Intérieur qui liste ces destinations qu'il faut éviter. Ça, c'est la référence, le site du ministère de l'Intérieur. Hein. Ça, c'est la référence pour tout le monde. Oui, ça reste la référence absolue, même s'il n'est pas, il est complètement à jour. Mais après, il faut aller voir sur place. On sait très bien que sur place, c'est jamais comme c'est écrit sur les documents officiels. En général, il est plutôt fiable. Et c'est vrai qu'il y a des destinations plus avantagées que d'autres, notamment l'Europe. L'Europe, cette année, a fait un beau carton, l'Europe du Sud, Ah oui? pour des raisons évidentes d'économie. D'accord. Italie, Espagne, vous voulez dire? Et la Grèce. Et la Grèce. Ça a été les 3 destinations reines de cet été. Oui, alors, oui, l'Espagne est habituée parce qu'on dit souvent que c'est la première destination en Europe, mais cette année, la particularité, ça a été les îles grecques. D'accord. Les îles grecques ont attiré les Français. Hein. Je parle des Français. D'accord. Et alors, les pays où il faut moins aller, c'est quoi en ce moment? Alors, ce qui est à l'est de Moscou, il faut peut-être éviter. C'est sûr. Ça, on s'en doute. Mais non, ça reste. La liste, elle reste. C'est la même, quoi. On ne va pas en Corée du Nord. On ne va pas. On évite peut-être la Birmanie en ce moment à cause du problème des Rohingyas qui n'est pas fixé. C'est toujours les mêmes, quoi. Didier Géano, vous êtes voyageur à pied dans le monde, vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait quoi dernièrement? Vous êtes parti dans les Balkans? Et alors ça, c'était au mois de juin, effectivement. J'ai donc fait le Pic des Balkans, qui est un sentier qui fait 200 km. Oui. Qui traverse les 3 pays à pied, en autonomie, en sac à dos, avec mon épouse. Ah, Odile, avec Odile? Avec Odile, voilà, je veux rien nous cacher. Oui. Et puis donc traverser 3 pays qui sont donc l'Albanie, le Kosovo et le Monténégro. D'accord. Le monde qu'a découvert, et voilà, c'était une belle expérience. Et puis après, j'ai enchaîné sur la découverte du Sentier international des Appalaches, qui se retrouve au Québec, qui est un autre sentier qui fait 650 km et qui est complètement, pratiquement inconnu en France, ou très peu. Et il y a très peu de monde qui le font, à part les Québécois, et c'est une découverte à l'état brut de la nature, voilà, se perdre un peu dans cette forêt, dans ce parc qui est la réserve de Matane, qui est une réserve faunique un peu particulière. Et voilà, c'est ce qu'on va chercher dans la randonnée, c'est se découvrir soi-même et peut-être aussi s'adapter à la nature qui nous entoure et auquel peut-être parfois on a du mal à comprendre. Alors, voilà, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément le monde de la randonnée, vos 3 conseils quand on part comme ça 10 jours avec un sac et son épouse pour une randonnée de 194 km avec des dénivelés de 1000 mètres, on fait comment? On se prépare avant? Alors, on se prépare avant si on peut, mais c'est mieux, effectivement, mais c'est pas forcément l'indispensable. Ce qui est indispensable, c'est de connaître un petit peu son itinéraire, d'avoir au moins une préparation au niveau de l'alimentation, de pas non plus partir complètement sans préparation alimentaire et puis sans équipement, parce qu'il faut savoir aussi s'équiper, bien qu'il faut que ce soit assez léger. D'accord. Combien de kilos sur le dos, Didier? Il faut de la bonne volonté. Maximum? On dit qu'il ne faut jamais dépasser 20% de son poids, mais il faut être en dessous, maximum 15 kilos. D'accord. Et avec ça, on peut avoir une tente, un matelas, un réchaud et puis la nourriture pour vivre 4-5 jours. Parfait. Sans aucun souci. Didier, on va s'arrêter là 2 secondes. On va se retrouver juste après avec Florian Coupé, qui est un Lyonnais, qui a 37 ans, prix du témoignage d'aventure 2020, parce qu'on continue à parler de voyage et d'aventure avec AMB. À tout de suite dans la France et le monde à découvrir. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans la France à découvrir, qu'on peut aussi appeler le monde à découvrir ce soir, puisque nous sommes avec Perrine Gorgeau, présidente de l'association Aventure au bout du monde, accompagnatrice de projet, Gilles Juglio, président de l'AJT, association des journalistes de tourisme, et Didier Géano, voyageur à pied dans le monde, fondateur d'ABM. Et là, nous retrouvons Florian Coupé, 37 ans, prix du témoignage d'aventure 2020 pour son Paris-Hong Kong à vélo. On parle, Florian, vous l'avez bien compris, de voyager autrement. Alors vous êtes en plein dans la thématique, puisque vous voyagez en vélo et très très loin. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. J'ai eu l'occasion de voyager 1 an à vélo aux alentours de 2015, de Paris à Hong Kong, par l'Europe, les Balkans, la Turquie, l'Iran.
le Népal, les Indes, la Birmanie, dans laquelle on ne peut pas plus faire ce que j'ai fait à l'époque, C'est et sûr. l'Asie du Sud-Est. C'était à quelle année? En 2015, une période de relative ouverture, notamment pour ce dernier pays, pour la Birmanie. D'accord. Donc vous partez à vélo, donc vous partez avec quels équipements? À vélo, j'imagine. Florian, quand vous partez en autonomie totale, à vélo, avec un sac à dos, des vivres, vous avez tout repéré le parcours? Comment ça se passe? Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une relative autonomie à vélo. On peut mettre quand même un petit peu de bagage sur le vélo. Alors pas de sac à dos, plutôt sur les sacoches. Comme ça, on a moins de vélo. Et puis voilà, on a relativement de l'autonomie. Moi, souvent, je dors sous tente, voilà, une nuit sur 3, une nuit sur 4, et beaucoup plus sinon chez les habitants, à l'occasion des rencontres ou dans des hébergements aussi, voilà, dans les différents pays qui sont traversés. Ça dépend de la météo, ça dépend de la condition de fatigue, évidemment. D'accord. Et ça dépend des pays aussi où on n'a pas forcément les mêmes possibilités d'hébergement. Bien sûr. Alors pour un Paris-Hong Kong à vélo, on met combien de temps et ça coûte combien en budget? Alors, la question était un peu différente. Moi, c'était plutôt, je m'offre un an de voyage à vélo. D'accord. Et ça, j'ai terminé à Hong Kong parce que c'était pratique. L'idée générale, on va dire, c'était d'aller au bout de l'Asie. Donc, ça répond aussi à votre précédente question. L'itinéraire n'était pas forcément exactement prédéfini, mais en tout cas, l'idée générale, c'était d'aller au bout. Et Hong Kong, c'est un peu le côté pratique qui a décidé. Et la durée, c'était un an. Le budget, je dirais que c'est pas très cher, hein, franchement, quand on voyage à vélo. Bah oui. Je dirais qu'on est dans les 10 000 euros par personne par an. D'accord. Donc sur le budget. Et vous étiez parti seul? Non, moi j'étais parti avec ma compagne de l'époque. On s'est séparés. Hein, un peu après. À cause de l'aventure à Hong Kong, non? Non, c'est pas un peu plus d'autres choses, d'accord. Perrine Gourgeot, vous êtes attentive à ce que dit Florian Coupé, parce que vous me disiez aussi en préparant cette émission, c'est très important de savoir avec qui on part aussi. C'est ça, c'est-à-dire de se poser la bonne question avec qui on part et de pouvoir concevoir que le voyage, c'est pas quelque chose quand on part avec d'autres, que c'est pas que son voyage à soi. C'est ça. Et ça vaut le coup, par exemple, aussi pour une famille. C'est-à-dire que là, nous, quand on part à 6, il faut pouvoir prendre en considération les besoins des 6 personnes du groupe, parce que c'est pas qu'un chef de famille qui décide tout seul dans son coin où on va partir, c'est l'ensemble. Donc vous faites un tour de table de famille, vous dites les enfants voulaient partir là et tout. C'est ça. Ça se discute. Ça se discute, c'est-à-dire que on va plus ou moins donner les grandes lignes, et puis après c'est ok, dans tel pays vous avez envie de voir quoi. Et du coup pour le dernier tour du monde en 2016, ça a été comme ça, c'est-à-dire ok, on refait un tour du monde. Du coup qu'est-ce que vous voulez aller voir? Et hop, on fait le tour de table, on essaye de voir, moi j'ai envie de nature, moi j'ai envie d'aller marcher plutôt dans telle ville, etc., etc. Et en fait, on construit le voyage tous ensemble autour des envies et des besoins de chacun. Mais ça se fait pas que en amont, c'est-à-dire que même sur place, après, il faut pouvoir prendre en considération les besoins et les envies de chacun. Et puis, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois de vadrouille, peut-être qu'à un moment donné, on a besoin de se poser 2 jours pour pouvoir souffler. Et puis, des fois, on fait des journées enfants. C'est-à-dire que c'est eux qui décident tout ce qu'on fait. D'accord. Bizarrement, on fait beaucoup plus de marche à pied et beaucoup plus de trucs quand c'est eux qui décident. Bah oui. Mais comme c'est eux qui décident, du coup, eux sont partants. Donc ça, c'est vraiment extra. Ouais, ça, c'est chouette. En tout cas, c'est une bonne façon de gérer le voyage quand on a des enfants. Didier Giano, quand vous êtes arrivé à Tirana, en Albanie, et que vous avez pris le bus pour arriver à cette petite montagne qu'on appelle le Tess, c'est ça, hein? Ça, c'est la ville de Tess. La ville de Tess, c'était le point de départ de votre trip de 194 km. Vous aviez des cartes, comment vous vous organisez pour ne pas vous perdre? Parce que l'Albanie, le Monténégro, le Kosovo, c'est facile de se paumer. De toute façon, on se perd. On se perd déjà. Donc, le pic des Balkans qui ne s'est pas perdu. C'est un peu le truc, même si vous avez les cartes. Il faut savoir que le pic des Balkans a été créé dans les années 2000, donc c'est assez récent, mais il n'est pas forcément un sentier qui est très très bien entretenu. Donc, les marques et les signes ne sont pas forcément toujours visibles. Donc, il faut les chercher, il faut aller à la recherche. Et puis, ça fait partie aussi du côté aventure qu'on vient chercher dans ce genre de trek. C'est un petit peu l'adrénaline qui nous monte quand on se perd, quand on ne sait plus ce qu'on va faire. Et voilà. Mais pour pas se perdre, on revient sur ses pas et puis on trouve des solutions et on arrive à avancer chaque jour. Mais vous avez en méthode de secours une carte téléchargée sur votre portable? Alors, on avait une application que tous les voyageurs connaissent qui s'appelle Maps.me. La fameuse Maps.me qui sauve tout le monde. Voilà, qui sauve tout le monde. Il n'y a pas besoin de connexion Internet et vous avez toutes les cartes téléchargées que vous pouvez télécharger et qui vous indiquent un petit peu le sentier que vous devez
suivre. Mais ça ne suffit pas toujours, parce que sur cette belle application, elle vous fait prendre des chemins parfois un peu bizarres que vous ne prendriez pas et qu'il ne faut pas prendre notamment. Donc il faut plusieurs paramètres et puis faire un peu la synthèse de tout ça pour trouver votre bonne destination. Mais le téléchargement des cartes Maps.me, même quand on n'a pas de réseau, c'est bien, mais il faut aussi des batteries sur son téléphone. Comment vous faites? Il n'y a pas de courant parfois pendant 2-3 jours? Il n'y a pas de courant, donc on prend des batteries externes, on a aussi des chargeurs un chargeur solaire quand on a la chance d'avoir du soleil. Et puis on essaye de trouver, quand on n'a vraiment plus rien, de trouver un endroit où il y a un peu d'électricité. Et puis pour pouvoir les recharger. D'accord. Et puis si vraiment on n'a rien, il suffit de parler et demander des gens ou suivre parfois les poteaux télégraphiques ou les poteaux téléphoniques ou les poteaux électriques qui vous emmènent toujours quelque part. Oui, ça c'est une bonne méthode. C'est un signe de civilisation. D'accord. C'est la seule méthode. Et dans ces montagnes, est-ce que vous avez vu des loups et des ours qui sont quand même les habituels voisins que vous pouvez croiser? Non, on sait qu'il y en a. C'est encore une réserve qui est assez protégée pour les ours. Mais il faut savoir que les animaux ont quand même une certaine crainte de l'humain. Et donc, même quand vous faites du bruit et tout ça, vous ne les voyez pas forcément. Ou alors, il faut vraiment faire de l'affût, comme certains photographes animaliers font, et ne pas bouger pendant quelques heures à des points d'eau bien spécifiques. Et là, vous pouvez effectivement voir de la faune. Mais là, ce n'a pas été notre cas. Gilles Juglio, président de l'AJT, Association des journalistes de tourisme. Est-ce que ce genre de voyage à sac à dos, comme ça, en autonomie, à pied, avec son épouse, avec des cartes, c'est devenu une tendance ou c'est toujours la sorte de voyage des globetrotters des années 70-80 ? Non, c'est une réelle tendance. Et alors, il faut savoir cette tendance, elle est un peu fantasmée, mais quand les gens passent le pas, c'est quelque chose qui se développe et qui se fait évidemment avec les outils actuels du numérique, qui se fait facilement, quoi, aussi bien pour la préparation que pour évoluer dans un pays comme l'Albanie, comme disait Didier, quoi. Je sais pas si on peut parler de tendance, mais c'est quelque chose qui devient faisable et facilement faisable. Et dans le tourisme, est-ce qu'il y a des pays, des destinations qui sont à la mode, qui ne sont plus à la mode, qui reviennent à la mode? Oui. La Croatie était à la mode dans les années 90, à la sortie de la guerre des Balkans, et au début des années 2000, elle a été un peu oubliée, et là, on sent que, depuis cet été d'ailleurs, on sent qu'elle revient, parce qu'elle était un peu dans le top 10 des destinations. Et l'Albanie d'ailleurs, l'Albanie est un pays qui est assez recherché par les baroudeurs cette année. Ils ont fait plutôt des bons chiffres, je crois. J'ai pas les chiffres exacts, mais l'Albanie est une destination à la mode. On peut parler de ça. Ouais. Donc on peut dire que pour les baroudeurs en ce moment en Europe, il y a l'Albanie, la Grèce, le Monténégro, le Kosovo. Quoi d'autre? Oui. Les pays scandinaves, la Finlande était assez demandée. Je pense que ce sera une destination plutôt pas mal fréquentée cet hiver à cause de l'environnement naturel. C'est aussi ce que les gens recherchent, quoi, quelque chose de joli lié à la nature. Et la Finlande se pose bien là. Oui. D'accord. Ouais. Florian Coupé, lors de votre Paris-Hong Kong à vélo, est-ce que vous avez quel est le souvenir le plus marquant qui vous reste en mémoire? Alors j'aurais deux souvenirs marquants, deux destinations en tout cas. Moi c'était les Balkans et plus généralement la Bosnie-Herzégovine et Sarajevo où j'ai été très bien accueilli par l'intermédiaire en fait d'un réseau d'entraide entre cyclotouristes. Donc on avait stand avec la personne qui nous et j'ai vraiment pu découvrir cette ville et du coup le pays d'un autre regard. On était accueillis par les locaux. D'accord. Donc c'est plutôt des rencontres humaines qui vous ont. Ouais, c'est des rencontres humaines. Ah oui, d'accord. Ah oui, bien sûr. Oui. Et un autre souvenir marquant, c'était au Myanmar, en Birmanie, où là, j'ai eu quelques mailles à partir avec les autorités. On a eu quelques petits coups de pression de la part des policiers qui n'appréciaient pas trop nos chemins de traverse et le fait qu'on soit un peu en dehors des circuits touristiques. D'accord. Et quand on est français, est-ce qu'on est bien vu dans ces pays qu'on traverse? On est plutôt bien vu dans beaucoup de pays. C'est bizarre quand même. Il y a que chez nous, on se voit mal entre nous, mais à l'étranger, on se voit tous très bien. On a quand même un passeport qui nous permet quand même d'aller au maximum de pays dans le monde. Partout, ouais, c'est vrai. Ouais.
C'est vrai. Florian, quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait faire du vélo comme vous pendant un an? La chose à ne pas faire, à éviter, que vous savez maintenant? Je dirais quelque chose d'assez évident, c'est de pas trop se charger en termes de poids sur le vélo. De toute façon, on apprend très vite à se défaire du superflu, parce que pourquoi avoir deux pulls quand on peut en avoir qu'un, etc., etc. Pourquoi avoir une paire de chaussures supplémentaires? Donc ça, on apprend très vite à s'en débarrasser. Et surtout aller dans des endroits où on peut s'immerger, où ça parle peut-être pas trop anglais, se frotter un peu à la langue du pays, apprendre au moins les bases, bonjour, merci, au revoir, apprendre à compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10, et ça déjà ça ouvre beaucoup de portes. Les gens apprécient beaucoup, on parle un peu leur langue, même si on fait des fautes, ça ouvre vraiment beaucoup de portes, et ça vraiment je l'encourage pour tout. Évidemment, vous étiez sur des vélos qui n'étaient pas électriques. Ah non. Et là, quand je vais repartir, ce ne sera pas des vélos électriques non plus. C'est notamment du fait de la recharge, qui n'est pas forcément évident quand on va les endroits un peu... Parce que là, vous préparez un voyage en vélo pour la Corée du Sud. Et vous partez quand? Alors, je pars en janvier. Donc là, la préparation s'intensifie beaucoup. Je pars avec 2 équipiers. Et le but, c'est d'aller jusqu'en Corée du Sud à vélo. Eh bien, je vous souhaite bon courage, bonne chance pour ce futur périple, parce que je sais que vous avez des choses à faire et que vous allez nous quitter dans l'émission. Et on se retrouve, nous, juste après, avec Didier Géano, Gilles Juglio et Perrine Gourgeot dans La France et le monde à découvrir pour voyager autrement. À tout de suite. Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gickel. Nous parlons de voyage, nous parlons d'aventure du bout du monde avec Perrine Gourgeot, la présidente de l'association Aventure du bout du monde, accompagnatrice de projet, Gilles Juglio, président de l'AJT, association des journalistes du tourisme, et Didier Géano, voyageur à pied dans le monde, fondateur d'ABM il y a très longtemps, non, c'est pas non plus 35 ans, dinosauresque, 35 ans. Et Aventure du bout du monde, c'est lui qui a fondé l'association. On va parler un petit peu, Perrine, de ce label ABM. C'est quoi le label ABM et qu'est-ce qu'il permet? Donc pour les 30 ans de l'association, on a voulu marquer un peu l'occasion et on a créé un label, ce qui permet simplement de pouvoir valoriser un projet. On considère que ce projet, il est viable, il est éthique. C'est pas du tourisme de masse, c'est quelque chose qui donne du sens en fait à un projet de voyage. Donc l'idée, c'est vraiment de donner du sens à un projet et de pouvoir vraiment garantir que le projet va aller jusqu'au bout. Donc finalement, c'est un accompagnement. On accompagne déjà les porteurs de projets en essayant de trouver des réponses à toutes leurs questions sur comment ils vont partir, pourquoi ils vont partir, comment ils vont faire sur place, qu'est-ce qu'ils vont faire au retour. Et puis, une fois qu'on considère que le projet est suffisamment solide, là, on le labellise. Donc c'est une sorte de garantie finalement auprès d'autres, des sponsors ou autres, qui permettrait de dire ok, ce projet-là, il est labellisé par Aventure du bout du monde, donc il est viable et vous pouvez avoir confiance. Et dans ce cas-là, quand on est un particulier, on peut éventuellement faire appel à un sponsor qui va nous aider, nous donner une enveloppe pour partir sur un an, comme un exemple à Nouméa dont vous m'avez parlé. Oui, alors ça existe. C'est pas la règle. C'est pas la règle et voilà, c'est assez compliqué de trouver des sponsors pour ça. On a l'un des labels qui est parti déjà donc à vélo de France jusqu'à Nouméa et ce label du coup qui s'appelle Bike Up and Down, qui en fait va à la rencontre des associations qui prônent l'insertion et l'intégration des personnes porteurs de trisomie 21 dans le monde et notamment à travers le sport, les marathons, etc. Et donc voilà, donc ils ont pu avoir quelques labels, des portes qui s'ouvrent en fait grâce à ce label. D'accord. L'important c'est d'aller en immersion au devant des autres et de leur culture. C'est ça, c'est l'idée de pouvoir se rendre ouvert à l'autre et de pouvoir s'intéresser à l'autre, c'est-à-dire de s'intéresser finalement au pays qu'on va traverser. Et ça, le voyage à pied, c'est l'idéal pour ça. C'est ça, et le voyage à pied. Ou en bus. Vous êtes une partisane alors vous êtes une fan de voyage en bus. Moi, je suis ultra fan du bus. Parce que le bus, en fait, on se pose dans le bus, on est avec les locaux, on parle de tout, de rien, de tout ça, et on n'a pas à se préoccuper de l'essence, de l'état des routes, de tout ça. Moi, j'ai fait par exemple la Zambie en bus avec les enfants, ça a été juste génial parce que on est vraiment dans des petits trafics
Du coup, ils mettent 20 personnes dans le tout petit trafic pour faire la route. Vous aimez ça, vous. L'absence de confort total sur des pistes défoncées, c'est génial. Mais du coup, les pistes défoncées, comme c'est pas nous qui avons le volant, c'est nickel. Et puis surtout, voilà. Et l'avantage du bus, c'est qu'il passe partout. Et il passe partout, notamment, on est parti aussi en Islande avec les enfants. Et donc, en Islande, il faut savoir qu'il y a juste la route circulaire qui est goudronnée et il y a juste la possibilité, avec une voiture de location, d'être sur la piste circulaire. Si on veut aller à l'intérieur de l'Islande, sur Landmannalaugar ou sur les volcans du Laki, du coup, les bus, eux, avec des roues de 1,50 m, ils passent partout. Oui, parce que si vous louez une voiture en Islande, vous êtes battu. Vous ne pouvez pas aller dans l'intérieur de la terre. Et en plus... en plus, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance, c'est-à-dire que vous pensez avoir loué un 4x4 qui passe partout, et en fait, il y a la petite astérix sur le contrat qui dit que ça passe pas. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont trouvées en rade à devoir payer des sommes monstrueuses pour une voiture qui était cassée. Alors ça, il y a des trucs comme ça dans les voyages qu'il faut savoir, et c'est à ça que ça sert votre site, parce que les gens font des retours d'expérience et peuvent se donner ce genre de conseils. Mais c'est vrai que le coût du 4x4 là, qui n'est assuré que sur la route goudronnée en Islande et pas sur les sentiers... faut le savoir. Et puis en Islande, du coup, avec les glaciers, en fait, ça lessive les routes. Donc en fait, c'est beaucoup de passages à gué, etc. Donc clairement, avec le bus, on est plus tranquille, quoi. Donc on est d'accord que quand on veut aller à une destination, ça se prépare. Il faut mieux demander à des gens qui l'ont déjà fait. Comme ça, on a plein de conseils. Tout à fait. Gilles Juglio, président de l'AJT. Est-ce qu'on fait la différence à l'AJT entre les voyages de tourisme de masse comme ça, et où les gens viennent dans des destinations, ne parlent pas tellement aux autres, ne sont pas tellement en immersion, et puis les voyages un peu plus authentiques, comme ceux que nous raconte Perrine? Oui. Ça a coupé. Alors ça a coupé la moitié de la question. La moitié de la question. Pourtant, elle était formidable, cette question. Je vous demandais si, à l'AJT, on faisait bien la différence. Les journalistes de l'AJT ne préféraient-ils pas ces voyages un peu authentiques de découverte, de culture, plutôt que les voyages touristiques de masse où les gens, finalement, sont cantonnés dans leurs hôtels, ne vont pas tellement s'immerger dans les cultures et avec la population? Ça a coupé encore? Non, alors vraiment, il y a... Non. J'ai compris la question, je crois. Il n'y a pas de règle. D'accord. Comme je le disais, un spectre très large. Donc, on a des spécialistes de l'outdoor, en solo, de l'aventure en duo, des spécialistes des clubs, des spécialistes. Le spectre est très large. C'est vraiment le tourisme avec un T majuscule sur... Oui, on ne différencie pas les choses et on respecte les façons de voyager de tout le monde. Ah, complètement, oui. Une petite idée sont bonnes à prendre. Une petite idée de voyage en France cette année? Une petite idée de voyage en France cette année. Là, les vacances de la Toussaint arrivent. Il y a peut-être des occasions d'aller visiter des régions pour des grands week-ends, parce qu'on parle beaucoup du monde, mais on peut aussi découvrir notre France, notre beau pays. Oui, alors là, c'est l'inconnu. On ne sait pas, mis à part l'enneigement qui sera bon ou pas bon, ça on ne le sait pas encore, mais on ne sait pas si elles vont, pour toutes les raisons que l'on peut imaginer, crise économique, inflation, mais... ce qui aurait tendance à se dégager, c'est un peu le tourisme de proximité, c'est-à-dire ne pas soi forcément, et essayer de redécouvrir sa région dans un rayon de 100 km. C'est une tendance qui s'est un peu révélée cet été, et je pense que cet hiver, elle va être adaptée à l'hiver aussi pour les gens qui sont en demande d'aventure. D'accord. Perrine, vous êtes d'accord ? Oui, et puis du coup, des fois, il ne faut pas partir très loin pour pouvoir découvrir des choses. Je me sais que pendant les confinements, le fait de ne pas pouvoir partir loin, au final, on a redécouvert des zones où on pouvait faire du kayak à moins de 30 bornes de Paris. Voilà. Et puis, du coup, moi, je marche pas mal. Et là, par exemple, dans une semaine, là, je marche entre Bordeaux et Dax avec tous les enfants. Donc, voilà, sur 7 jours, on va rejoindre Bordeaux à Dax. Et beaucoup de landes. Voilà, il paraît que le paysage est très, très joli, mais voilà, toujours un peu similaire. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe, mais des choses qui sont assez simples à mettre en œuvre et qui permettent de vraiment voyager. D'accord. Notre ami, pas Florian ni Gilles, mais Didier Géano, vous allez partir là au Québec? Non, je suis parti déjà au Québec. Vous êtes parti sur la trace des orignaux. Des orignaux, on et dit. puis des ours. Et des ours. Ouais, des orignaux. D'accord. Et des ours, oui. Alors, c'est une réserve en fait qui s'appelle la réserve de Matane, comme je vous disais, et qui est une réserve assez protégée pendant 3 mois d'été.
Donc, vous pouvez la parcourir. Donc, cette réserve fait partie d'un sentier qui s'appelle le Sentier international des Appalaches. Cette réserve fait à peu près 80 km. Et là, vous êtes en autonomie, perdu dans la nature pendant 8 jours. Et voilà. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça en France ? Il y a des très belles randonnées en France, tout à fait. Hein. Enfin, moi, j'habite dans une région, dans les Monts d'Arrée, par exemple, ou c'est une région. Je peux vous dire que vous pouvez faire de très belles randonnées, même en autonomie et en campant dans des super coins, ou suivre le GR34 qui suit toute la côte, qui aussi est sublime. Mais ça n'empêche pas on a toujours envie de découvrir de nouveaux territoires et puis d'avoir de nouvelles sensations. Et ça, on l'a quand on va dans des endroits un petit peu inconnus et auxquels on se fait surprendre. Donc finalement, comme vous partez plutôt bien préparé, est-ce que vous avez quand même eu des galères, et lesquelles par exemple, dans votre vie de voyageur ? Oui, beaucoup de galères, enfin des galères. Des petites galères. Alors, il peut y avoir des galères où effectivement, vous savez dans quel endroit vous êtes. Vous avez des galères aussi où vous ne savez pas comment vous allez rejoindre le soir. Par exemple, c'est ce qui est intéressant, c'est que le matin, vous partez, vous ne savez pas du tout où vous allez passer la nuit quelques heures après. Donc, soit vous faites du stop et personne vous prend, soit vous marchez pendant 20 km et puis on espère que vous allez trouver un hébergement et il pleut à ce moment-là. Enfin, il y a plein comme ça d'histoires qui peuvent vous arriver, mais qui font de très bons souvenirs après à partager, bien sûr. Ouais, ça fait partie du voyage, quoi. Oui, c'est ça. Et on disait, vous partez souvent en couple ou en famille, et c'est l'occasion justement de voir que ça peut souder le couple, ou c'est des moments de retrouvailles du couple ou de la famille. Faut bien communiquer, hein, quand même. C'est ça. C'est le but, c'est de bien communiquer avant pour éviter que ça passe au clash après. D'accord, oui. Parce que c'est quand même des moments de tension. Ça peut être des moments de tension. C'est des moments où on est dans une incertitude, c'est-à-dire ne pas savoir où on va dormir le soir, ça donne quand même un sentiment d'instabilité et du coup, il faut pouvoir aller au-delà de ça, quoi. D'accord. Gilles Juglio, président de l'AJT, est-ce que vous voyagez à titre personnel et quel est votre dernier voyage ? Oui, je voyage à titre personnel et mais je voyage en France, voilà. D'accord, et vous restez en France. Mon dernier voyage, c'était à Nice, dans ma ville natale, pour voir ma famille. L'arrière-pays niçois est formidable. Oui, il s'agit de ça et c'est quand même un voyage, quoi. Ça reste un voyage pour moi. Et un conseil de grand week-end découverte en France, ce serait quoi pour vous ? Pour moi personnellement ? Oui. Pour moi personnellement un grand week-end de découverte, ce serait partir dans la forêt de Compiègne, qui est pas trop loin de chez moi non plus, et de m'immerger dans cette forêt comme je le fais habituellement. C'est quelque chose que. Vous êtes un habitué de l'immersion en forêt de Compiègne. Voilà, mais je m'en lasse pas, et c'est la preuve qu'on peut faire du staycation, c'est-à-dire cette notion de faire du tourisme pas loin de chez soi, quoi. D'accord. Voilà. En fait, l'idée, c'est de sortir de chez soi, de changer de cadre, d'être dans la verdure, de s'immerger dans la nature et de vivre avec un autre rythme. Oui, et l'environnement naturel, mais je suis persuadé qu'on peut le faire aussi avec la population, quoi. On peut rencontrer des populations pas loin de chez soi qui sont pas ethniques au sens où on l'entend, mais on peut découvrir des caractères et des cultures différentes, même à 30 km de chez soi. On peut même parler aux gens de Compiègne parce qu'ils ne refusent pas le dialogue. Non, ils refusent pas le dialogue. Non. Jusqu'à maintenant, ils parlent. Et le dialogue est assez simple parce qu'on parle la même langue. On se retrouve tout à l'heure, Perrine Gourgeot, Gilles Juglio et Didier Giano, pour continuer à parler de voyage avec l'association Aventure du bout du monde. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Et voyager au bout du monde ou en forêt de Compiègne, c'est un peu le même voyage. On sort de chez soi, on respire un autre air, on est dépaysé. Avec Perrine Gourgeot, président de l'association Aventure du bout du monde, Gilles Juglio, président de l'association des journalistes du tourisme, et Didier Giano, voyageur à pied dans le monde et fondateur de cette belle association ABM. On parle aussi de travail. Est-ce qu'il est possible comme ça de travailler quand on part un petit peu dans un voyage ? On se dit tiens, là, pendant 15 jours, je rentre un petit peu d'argent, je sais pas, je vais essayer de faire un truc. C'est possible ça dans les pays ? En Zambie, vous n'avez pas fait, vous ? Non, alors après c'est des choix. C'est des choix. Soit du coup il y a beaucoup de nomades digitales, donc du coup qui bossent depuis l'étranger, mais sur le web, quoi. Après, de travailler sur place, parfois ça demande des visas particuliers, comme en Australie, donc c'est pas forcément. Ça se prépare.
Ça se prépare et puis ça peut pas se faire partout. D'accord. Donc voilà, donc faut savoir un petit peu pourquoi on part. Est-ce qu'on part vraiment à la découverte de l'autre, etc. Ou du coup on part mais on ne sait pas trop si on a les finances pour pouvoir revenir, etc. Donc du coup on se projette sur pouvoir travailler sur place, quoi. Est-ce que vous conseillez de thématiser son voyage, de dire tiens voilà faites les trains, les bus, comme vous c'est plutôt les bus. Après voilà, de thématiser ou alors de donner du sens, je dirais. C'est-à-dire que quand on a un thème sur un voyage, tous nos labels, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ils partent avec un thème. C'est quoi les thèmes qu'on retrouve ? Ouais, il y a un thème de fil rouge, une sorte de fil rouge. Donc là, on avait parlé de Bike Up and Down sur l'intégration des personnes porteurs de trisomie. Il y a un autre label qui est parti avec le football à travers le monde. Ah oui. D'autres qui Donc il va rencontrer des footballeurs à travers le monde. Voilà, des clubs de foot à travers le monde. Donc avec leurs enfants, etc. Donc voilà, chaque personne a un thème. Il y en a d'autres qui sont partis à la voile pour pouvoir installer des bibliothèques digitales dans des endroits reculés. Donc voilà, c'est finalement de thématiser, ça donne du sens finalement. Et du coup, quand on revient, on sent qu'on a réalisé quelque chose parce que le sens y était. D'accord. Gilles, Didier Giano, on a parlé de votre pire galère. Quel est votre meilleur souvenir de voyage après toutes ces années parties à pied avec Odile? Oui, alors là, c'était pas à pied, c'était à vélo, et là, c'était en Mongolie, la traversée de la Mongolie à vélo, qui était vraiment une expérience, je dirais, mémorable, tout simplement parce qu'en fait, quand vous êtes chez les nomades, vous faites partie de leur communauté, vous faites partie de leur vie, et ils vous accueillent à grands ouverts. Vous avez du mal à les quitter, d'ailleurs. On a rencontré pas mal de voyageurs qui avaient du mal à partir et à quitter ces gens formidables. Voilà, c'est les grands moments de rencontre que j'ai eu dans ma vie de voyageur. On a l'impression que c'est souvent Asie du Sud-Est, Asie centrale, où il y a beaucoup de souvenirs comme ça, très humains. Oui, après, du coup, ça dépend en fait de pouvoir créer la rencontre. Je sais que quand on était au Canada avec le petit de 40 jours, on a fait pas mal de camping. Donc au final, camping au Canada, c'est assez solitaire. C'est-à-dire vous avez votre endroit, etc. Par rapport à d'autres en Australie, par exemple, où vous avez une cuisine commune, donc tout le monde se rencontre. Mais le Canada, c'était vraiment isolé. Et au bout d'un moment, on a dit stop, faut vraiment qu'on rencontre du monde. Et du coup, on a fait une demande de couchsurfing. Et du coup, on est allé chez les gens pour pouvoir échanger à ce moment-là et pouvoir vraiment être à la rencontre des gens, quoi. Combien de pays vous avez visité, Perrine ? Une cinquantaine, je dirais. Cinquantaine. Didier, combien vous ? Oui, Didier. Je dirais dans les 60, une soixantaine de pays, mais à un moment donné, on compte plus trop. Oui, bien sûr. À peu près 60 pays, oui. D'accord. En ce qui concerne l'association, elle organise des festivals aussi. Là, on peut retrouver, les particuliers peuvent aller vous trouver et vous toucher du doigt. Tout à fait. Donc, on organise le Festival des Globetrotters tous les derniers week-ends de septembre. Donc là, le dernier festival était pas loin. Et du coup, voilà, c'est une trentaine à peu près de projections de films de voyage, des stands pour pouvoir rencontrer des voyageurs, pouvoir préparer son voyage autour de thématiques comme le vélo à pied, le sac à dos ou la trousse à pharmacie à mettre dans le sac. Enfin voilà, c'est vraiment un grand temps fort en fait de l'association pour pouvoir vraiment échanger. On organise également le Paris Travelers Festival au printemps, qui permet, donc c'est un autre module, c'est un voyageur qui vient expliquer pendant une demi-heure son périple, et du coup avec des questions-réponses dans la salle, donc quelque chose de plus court, un autre format en fait. D'accord. Et vous éditez des revues? Alors du coup oui, on a la revue des Globetrotters, donc c'est la revue de l'association qui est éditée. Donc Oser vivre ses rêves, je lis sur cette couverture. Ça c'était donc le thème du dernier festival des Globetrotters. Donc voilà, là, on a une revue tous les 2 mois, et puis on a également plusieurs ouvrages, dont le Partir autour du monde, qui est donc vraiment un ouvrage de référence quand on veut vraiment faire un tour du monde. Et puis on a d'autres ouvrages comme l'ouvrage de Nicolas Breton sur Hors des sentiers battus, donc à son retour de tour du monde, qui a donné ses expériences, ou Learn and Keef, un couple qui est parti faire monter en compétences à travers les différents moments partagés dans le voyage. Et puis également Noémie, qui a fait un ouvrage sur son voyage. Immersion Internet. Et tous ces ouvrages, on les retrouve à la case.
Oui, la case. C'est quoi la case? C'est notre repère. Ah, c'est le repère des voyageurs à Paris. Donc c'est un repère. C'est où? Dans le 14e, rue Coulmiers. Et donc c'est voilà un repère qui permet. Alors le 14e arrondissement, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui n'habitent pas Paris, c'est vers Montparnasse. On peut dire, oui, alors du coup là nous on est plus vers Porte d'Orléans, donc vraiment voilà à Porte de Paris. Porte de Paris. Donc voilà, c'est un petit local qu'on a depuis très longtemps, qui permet de se rencontrer. On pousse la porte, il y a du café. Oui, alors pas tous les jours. Nous du coup on fait avec la crise sanitaire, du coup il y a eu pas mal de choses qui se sont arrêtées. Nous on a repris du coup des accueils tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. Et voilà, le reste qui se faisait en présentiel s'est fait finalement en webinaire sur Internet, donc avec pour les adhérents la possibilité d'échanger autour d'une destination. Donc voilà, donc il y a un webinaire par semaine, et du coup ça permet à tout le monde de partout en France de pouvoir bénéficier de ça, parce que du coup on est une association nationale, c'est-à-dire qu'on est basé à Paris avec la case, mais on a également 15 antennes réparties en région, et qui permet du coup partout en France de pouvoir retrouver un petit coin autour du monde. Et dans les dom-toms, non? Pas dans les dom-toms. De toute façon, ils sont déjà partis en voyage dans les dom-toms. C'est déjà loin de la métropole. Gilles Juglio, président de l'AJT, on parlait de voyage, des tendances, là, 2022, 2023, il y a eu le Covid. Comment se porte l'industrie du tourisme aujourd'hui? Elle se porte plutôt bien. Ça remonte. Ça remonte parce qu'on on va dire qu'on est sorti de la crise sanitaire, enfin du dur de la crise sanitaire, donc forcément c'est remonté, et ça s'est vu cet été. Maintenant, on est confronté à une autre problématique qui est l'inflation, et puis cette guerre en Ukraine qui quand même qui met des points d'interrogation. Donc ça remonte, mais le monde du tourisme reste attentif à ce que les chiffres ne baissent pas, quoi. D'accord. Voilà, on est un peu dans l'expectative. Et après, par rapport à des habitudes sociétales, on sent bien qu'on change le voyage pas loin de chez soi, le voyage en train qui se développe beaucoup, à contrario de l'avion, la décarbonisation, enfin il y a plein de questions qui se posent et qui sont en train de changer le tourisme, et les choses ne sont pas fixées à ce jour, quoi. Non, et les professionnels du tourisme vont tout faire pour s'adapter évidemment à cette nouvelle donne. Évidemment, oui. Enfin, c'est dans leur intérêt, évidemment. Oui. Et on le sent bien, oui. On le sent bien. D'accord. Je vous ai pas demandé, Perrine, quel a été votre meilleur souvenir de toutes ces années de bourlingage. On dit bourlingage? On dit ce qu'on veut. Bourlinguement, bourlinguitude. Pendant toutes ces années, quel a été vraiment le souvenir avec vos enfants, avec votre époux, avec les 4, avec les 2? Avec l'immersion en pleine nature. En Zambie, ça vous a marqué, ça? Alors, en Zambie, ça nous a marqué, mais ne serait-ce que, au Canada, de pouvoir juste poser la voiture, prendre juste ce qu'il nous faut pour 48 heures et partir. Donc même avec un bébé, on avait le bébé dans le dos, et puis l'autre avait quelques vivres pour les 24 heures. Et puis se retrouver au milieu de nulle part avec... qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, enfin, Perrine, au milieu d'une forêt perdue? Mais oui, mais du coup, on peut faire un feu de camp, on peut voir la mer, on peut juste en fait se couper du quotidien, se couper et se retrouver tous ensemble. Cette reconnexion. Une reconnexion, et puis quelque chose de ralentir en fait, ralentir dans cette vie où on n'arrête pas, et vraiment d'être reconnecté dans l'ici et maintenant. D'accord. C'est un peu votre souhait, Didier Géano, l'ici et maintenant, vous, quand vous voyagez, quand vous goûtez le moment présent, loin de tout? Oui, c'est exactement ça, c'est se couper un petit peu de ses habitudes et puis se retrouver soi-même à un moment donné, je vous dis, dans la nature, mais pas que, on peut aussi se retrouver en compagnie d'autres habitants, d'autres populations. C'est ce qu'on va chercher dans le voyage, et puis découvrir un petit peu des nouvelles odeurs, des nouveaux sens au voyage qu'on n'a pas forcément dans nos contrées, dans notre pays. Voilà, c'est se laisser aller, et puis c'est ce qu'on a besoin, être pas dans des cadres, savoir que tout peut arriver à n'importe quand, et se laisser porter par les rencontres et par le destin. C'est ça aussi qu'on va chercher quand on va en voyage. Il y a un petit côté recherche de frisson aussi. On aime bien se dire, on se met pas forcément en danger, mais on a quand même, quand Didier il se perd dans les montagnes avec son épouse, on sait pas trop comment ça va se terminer. Il y a une demi-heure de flottement à peu près, 3 quarts d'heure. Oui, mais bon, après il y en a qui veulent vraiment se mettre dans cette instabilité, ou vraiment d'aller vraiment dans des choses extrêmes. Mais des fois, même sans partir dans des choses extrêmes, ça permet quand même de se déconnecter et d'être vraiment, de partir de son quotidien, et puis de revenir
revenir aussi avec d'autres idées, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai dit à mon centre d'accueil, en fait, il faudrait mettre des toboggans d'évacuation comme au Japon. Là, on m'a regardé avec des grands yeux en disant ah ouais, non, mais non, en fait, c'est pas le quotidien d'ici. Ah oui. Et du coup, voilà, même on revient avec des idées nouvelles et ça permet d'échanger. Et finalement, on est ce qu'on est parce qu'il y a eu des beaux échanges entre les peuples. Et c'est ça aussi, c'est de poursuivre ça, quoi. Donc, vous voulez mettre des toboggans partout, vous? Ouais, des toboggans d'évacuation, c'est vachement fun, ça, non? Ah oui, c'est génial. Mais ça peut pas se mettre partout. Non, parce que c'est pas encore dans les normes françaises, donc c'est un peu dur. On va y venir. J'espère. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Perrine Gourgeot, on rappelle le site Aventure du bout du monde. Tout à fait, aventureduboutdumonde.fr. Et là, on retrouve plein d'informations. Toutes les informations qu'il faut, les ventes de livres, de magazines, le fait d'adhérer à l'association également. Et quand on part en voyage, on se demande avec qui, comment, pourquoi et pas simplement où et quand. Exactement. Gilles Juglio, merci d'avoir participé à l'émission. Le président de l'AJT. L'AJT, on retrouve quoi? C'est quoi le site de l'AJT? Le site de l'AJT, c'est agit.net. Et voilà, l'AJT, c'est 203 journalistes à ce jour, partenaires, attachés de presse, etc., qui garantissent une qualité. Enfin, on est tous journalistes, on est triés sur le volet. Voilà. Et on peut vous contacter, vous poser des questions. Complètement, ouais, sur agit.net ou sur les réseaux sociaux. Exactement. Merci beaucoup Gilles Juglio. Didier Giano, merci aussi pour votre témoignage. Et puis bon vent pour votre prochaine aventure et bon vent aussi Perrine pour votre prochaine aventure à Dax. Oui, alors de Bordeaux jusqu'à Dax. Bordeaux-Dax, ok, super. Merci à tous d'avoir participé à l'émission. On se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir ou Le Monde à découvrir. Là, c'était plutôt Le Monde. Salut.